qu'est-ce que le changement de nom de marque peut nous faire gagner que nous n'avions pas avant? Au lieu d'être focalisé sur ce qui va manquer, il faut plutôt être focalisé sur qu'est-ce qu'on peut gagner. Et qu'est-ce qu'on peut gagner pour une personne en particulier, qui sont les clients. La marque, c'est du commerce, ce n'est pas de la communication. Il y a de la communication à faire pour faire connaître la marque, certes. Mais une marque, ça sert surtout à gagner et à fidéliser des clients. Nous l'avons beaucoup oublié chez nous, en France, parce que notre pays, ou l'Europe en général, n'a pas inventé ce qu'on appelle le marketing. C'est pour ça que tous les mots sont en anglais. Ça vient des États-Unis, market. Le marketing, c'est l'art de créer son marché. Pour beaucoup, le marketing, c'est juste envelopper proprement ce qu'on a à vendre. C'est totalement faux. Donc, si on dit que la marque, c'est un élément de commerce, nous sommes là pour donner confiance. On va faire une empathie pendant 15 secondes. Un client a toujours le choix de ne pas vous choisir. Une marque, ça sert à créer la préférence client, à être préféré par ce client. Donc quand on change de nom, ce qui est votre cas, vous passez de Brésillon à Bouygues Bâtiment Habitat Réhabilité Île-de-France, quand on fait ce passage-là, il faut se dire quelle opportunité nouvelle ça va nous permettre d'être préférés. Et Henry Ford, qui a cette formule totalement visionnaire, ça fait plus de 100 ans, hein, enfin exactement 101 ans. Mettez-vous dans la tête, mettons-nous dans la peau d'un homme en 1917, vous voyez, c'est ça l'enjeu. Et il dit, les deux choses les plus importantes n'apparaissent pas au bilan de l'entreprise, sa réputation et ses hommes. Alors ces hommes, ces femmes, c'est vous, c'est-à-dire la motivation, et non pas la ligne RH en termes de compte d'exploitation. Et deuxième point, ce qu'il appelait, en américain, en anglais, fame, la réputation, ce que l'on dit de moi, ce que l'on dit de mon entreprise. Donc quand on parle de marque, il ne faut pas se tromper. Il faut dire, il s'agit de quoi? C'est la réputation que nous avons, réputation positive, et réputation avec des points plus faibles. Conclusion, quand on fait un changement de marque, il faut identifier précisément les points d'image que les clients ont dans leur tête. En fait, c'est un travail très précis, ça n'est pas juste un changement de logo. Et le premier écueil à éviter, c'est de dire c'est juste une opération de com, et donc on va confier ça à la direction de la communication. Heureusement, la direction de la communication va s'impliquer, évidemment, dans cette affaire. Non, le vrai travail à faire, le premier écueil à éviter, c'est de ne pas en faire un projet d'entreprise. Le mot qu'utilisent les anglo-saxons quand ils parlent de marque, ils disent c'est un combat. Et un combat, c'est collectif, quoi. C'est pas un seul service de l'entreprise, marketing ou communication, qui va s'en charger. Le fond, c'est comment faire pour être préféré. Donc la deuxième partie de l'écueil à éviter, c'est d'oublier de raconter ce qu'on appelle aujourd'hui une histoire. Je voudrais faire quelques mots là-dessus parce que là encore, nous comprenons très mal cette histoire de storytelling. On a l'impression qu'il faut faire une belle plaquette et un site web. C'est bien insuffisant. N'oubliez jamais, tous les jours, quelqu'un doit vous découvrir. J'ai travaillé il y a quelques années pour Coca-Cola. J'avais été très marqué par leur capacité de dire « il y a tous les jours un client qui ignore Coca-Cola », qui est la première marque la plus connue au monde, avec Apple et Google et les autres. Et je m'étais dit quand même, vu le nombre de litres, de canettes qu'ils vendent dans tous les réseaux de distribution possibles, voilà. Il dit non, c'est un combat. Il y a tous les jours un nouveau client qui doit apprendre à nous connaître. Pourquoi est-ce qu'on crée une marque? Je laisse sur cette diapo d'Henry Ford, au fond. C'est des entreprises qui font bien, voire très bien leur métier. Très sincèrement, j'en connais beaucoup. Des entreprises qui font bien, très bien leur métier et qui sont ce qu'on appelle une marque forte, j'en connais moins. Le jeu, c'est pas moi-je, c'est nous en connaissons moins, je vous mets avec moi, bien entendu. Quelle est la différence entre une entreprise qui fait très bien son métier et une entreprise qui fait très bien son métier et qui est une marque forte? La différence, elle est dans la tête du client.
c'est qu'il va penser plus spontanément à vous qu'à vos concurrents. Il va vous préférer plus spontanément que d'autres, à compétences égales, à prix égal, à offre à peu près similaire, puisque avec le push de l'innovation et de la créativité, l'une d'entre vous a utilisé ce mot créativité à plusieurs reprises ce matin, parfois il est difficile de comparer texto les offres. Néanmoins, la marque, c'est ce qui va vous permettre, petit 1, d'être préféré, et petit 2, d'augmenter vos prix. Je fais des analyses de marque financières, des mesures, parce qu'à un moment donné, tout ça, c'est bien, mais on pourrait se payer de mots. Une entreprise, ça ne se paye pas de mots, ça se paye avec des contrats et ça sort du résultat. Donc, on va mesurer si la marque permet 2 choses. Petit 1, tenir ses prix dans un marché, par exemple en déflation, ou un marché où la concurrence entre par le prix bas la plupart du temps. En général, quand la concurrence entre sur le prix, c'est sur une baisse du prix. Donc, comment tenir ses prix, ou bien mieux, comment l'augmenter? Et nous voyons, dans tous les secteurs d'activité, sans exception, c'est ça qui m'a beaucoup marqué dans ces missions, c'est-à-dire qu'on me dit on est expert, en fait c'est juste quelqu'un qui a un peu d'expérience dans beaucoup d'industries et beaucoup d'univers avec d'autres collègues, hein. On n'est jamais seul au monde. Et j'observe que dans toute industrie, que ce soit du service ou de l'industrie lourde, vous avez des entreprises qui arrivent à tenir et augmenter leurs prix quand d'autres les baissent. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils arrivent à valoriser. Une marque, ça sert à ça. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tenir et augmenter son prix? Ça n'est pas voler le client. Vous n'avez aucune chance qu'il revienne vous voir. Et votre réputation, celle dont parle Henry Ford, serait détruite très rapidement. Non, c'est de valoriser l'innovation, la relation client. Tout ce que vous faites, c'est de lui donner de la valeur. N'oubliez jamais ce point. Nous ne voyons pas la valeur. Il faut l'expliquer. Il faut la raconter. Je travaille pour une très grande maison de luxe en ce moment, inutile de donner son nom, peu importe. Il passe un soin infini à raconter l'histoire du produit, qui est réel, c'est l'authenticité, la valeur de la marque. Ce n'est pas le mensonge, qui est réel. Et quand vous regardez le pricing, là c'est de l'étude technique, sur 10 ans, 20 ans, en regardant l'étude des prix des concurrents de cette maison de luxe, vous regardez qui a un EBITDA qui grimpe, notamment avec l'effet marque. Ce qu'on appelle l'effet marque, c'est de répercuter dans son offre un prix supérieur. À quoi ça sert de créer une marque? C'est de dire au client en quoi mon offre, une marque c'est sur une offre de produits-services, en quoi mon offre va contribuer à sa performance. L'innovation est la seule manière de maintenir une marque sur le long terme. Prenons un peu de recul, vous aviez des marques extrêmement connues, notoires, prenez Frigidaire évidemment, vous prenez des marques d'automobiles, vous prenez des marques dans tous les univers. À un moment donné, quand ces marques se sont mises à souffrir, c'est qu'elles ont arrêté d'investir une partie de leurs résultats dans l'innovation. Ou plus exactement, qu'elles ont peut-être investi moins que la moyenne de leurs concurrents, parce qu'on n'est jamais seul sur un marché. Je pense que l'avenir, ça va être de vous occuper encore plus des clients de vos clients, car vos clients n'ont qu'un seul intérêt, c'est de satisfaire leurs propres clients. Si vous les aidez à faire ça, vous contribuez. Je vois ça dans toutes les industries. La plupart des industriels pour qui je travaille prennent beaucoup plus de soin sur les 25 années qui viennent de s'écouler du client de leurs clients que simplement de leur offre produit à eux. Donc, la technologie sans aucun doute, le numérique sans aucun doute, et enfin, le bois, etc., la planète. Alors la planète, c'est un sujet sur lequel on investit beaucoup et on n'a pas encore le retour sur investissement. On ne voit pas encore ce que ça rapporte, c'est vrai. C'est-à-dire qu'il y a un proverbe qui dit « le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 20 ans. Et le deuxième bon moment, c'est aujourd'hui. » C'est-à-dire d'avoir ce que les Américains appellent « patient capital », le capital patient. Très difficile à expliquer à un actionnaire sur un marché. Le capital patient.
Ce concept est sorti parce que quand vous allez sur la planète, qui est un vrai sujet sur lequel il y a des recherches, des travaux et des industries qui se sont créées en recherche de résultats, ils ne se trompent pas, hein. C'est parce qu'il y a un problème à résoudre et que le marché, c'est-à-dire l'innovation, les hommes, les offres comme vous, vont trouver des solutions. Donc, ils vont arriver à créer un nouveau marché. Donc, quand j'entends ce que vous faites sur cet axe-là, je ne saurais trop vous encourager, je le vois à peu près partout. Ça n'était pas le cas il y a encore 10-15 ans. Je le voyais déjà un peu, bien entendu. Mais là, ça a pris une ampleur beaucoup plus importante. Donc, technologie, oui, expérience client, oui, et tout ce qui est de l'ordre de la planète. Il ne faut pas être grand prêtre pour décrire ce qui se passe en Île-de-France en termes d'encombrement, de problématiques urbaines, de préoccupations diverses et variées pour vivre mieux, avoir une qualité de vie supérieure, avec de la réglementation. Elle justifie de vendre plus cher à condition qu'elle soit orientée sur le bénéfice client. Et on vient de voir qu'au fond, avec ces deux clients, vous avez celui qui vous commande, évidemment, celui qui paye, et celui qui va utiliser. Donc jusqu'à quel point une marque, il n'y a pas de limite, à condition d'être très fin sur quel est le bénéfice client réel. Et là-dessus, ça n'est pas simple. Parce que vous avez des clients qui vous demandent tout pour pas cher, hein, comme dans toutes les industries. Donc c'est toujours plus pour moins cher. On connaît tout ça. Il faut aller chercher leurs vrais besoins au-delà de la demande. Je regardais il y a quelques années, il n'y a pas très longtemps, 2 ans, le travail fantastique qu'a fait Husqvarna sur les jardins. Alors, vous savez, la demande classique, c'est je dois tondre ma pelouse, donc j'achète une tondeuse à gazon et j'essaie de trouver le meilleur rapport qualité-prix. L'attente, ce n'est pas une tondeuse à gazon, c'est qu'elle ne tombe pas en panne, c'est qu'elle soit facile à ranger, c'est qu'elle démarre au quart de tour ou des choses comme ça. Vous voyez, ça, c'est ce qu'on appelle l'attente. Le besoin, ce n'est pas du tout l'objet. Le besoin, c'est un beau jardin. Husqvarna est allé sur ce sujet-là et ils ont dit comment faire pour que le jardin soit toujours beau et non pas comment faire une machine meilleure qu'Outil-Wolf ou meilleure que la tondeuse à gazon coréenne qui fait toujours le moins 10 ans ou chinoise qui fait toujours le moins 10 ans. Donc en allant sur le beau jardin, ils ont inventé le robot. Vous savez, le robot, vous mettez tout autour de votre jardin un fil, etc. Et il se déplace de lui-même, il se recharge de lui-même. Et votre jardin est toujours beau. Et qu'est-ce qu'un beau jardin? Ça dépend de chacun. Si je veux 1 cm, 2 cm, 3 cm, 4 cm de gazon. Donc, en allant sur le besoin insatisfait, non exprimé, c'est là la clé en fait. Le besoin insatisfait par le marché, non exprimé mais qui est dans la vie même du client ou de son utilisateur, on va trouver la manière d'aller chercher de la valeur ajoutée financière. Alors, de la valeur ajoutée d'usage pour un client, il y a plein de clients qui me disent « Ah, je suis très content, mon jardin est beau, j'ai les moyens de le payer, mais ils ont fait x3 en valeur de vente. » C'est-à-dire qu'ils ont restructuré le marché. Cette logique-là, on peut la faire partout, il faut chercher, c'est pas facile à trouver, mais c'est là qu'il faut chercher. Et deuxième point, ils se sont dégagés de la logique du moins 10 ans. Puis à côté de ça, ils segmentent leur marché. C'est-à-dire qu'il y a des clients qui vont être prêts à payer pour ça et d'autres qui ne seront pas prêts. Donc comment créer de la valeur encore? En segmentant. La segmentation est souvent insuffisante. On dit le client, les clients, il faut segmenter beaucoup plus finement que ça. Pour finir, une dernière anecdote. Je travaille un jour pour Nespresso, alors qui est l'histoire que tout le monde raconte, que vous connaissez, et le président de l'époque me dit, je vais vous dire combien de clients on avait ciblés à l'origine en 1991, donc il a fait 26 ans hein, quand même. Alors c'est Nestlé, c'est donc un des leaders mondiaux, ils ont des marques d'une puissance extraordinaire, hein, Nescafé, etc. Vous voyez, c'est la grosse puissance de marque si je puis dire. Donc moi je m'attendais à un chiffre important, je me disais, si Nespresso veut s'implanter sur le marché français, c'est pour aller chercher très vite beaucoup de parts de marché, beaucoup de clients. Ils m'ont répondu 250 clients. Pourquoi? Parce que si vous avez 250 clients pour vous lancer, vous êtes en empathie et vous connaissez bien vos clients.